Je, je vous envoie mes meilleurs vœux à tous ceux qui sont déjà des anges guerriers et ceux qui sont décidés à le devenir. Quelque chose s'est arrivé depuis que j'ai écrit mon discours. Les- le le Royaume-Uni et la France, Starmer et Macron, en présence de Charles III, ont décidé d'une coopération plus rapprochée des forces nucléaires des deux pays et de l'extension des secteurs militaires. C'est un pacte de gouvernance impériale dont l'intention, c'est de créer le chaos et la confusion. Je vais parler quelques mots en français pour montrer, pour donner ma colère et le danger que ça prend. La première chose, je suis en... Parce que c'est un choix qui est fait de mener une guerre de haute intensité en Europe. Et ce choix est fait depuis 2010, depuis le pacte de Lancaster entre la France et le Royaume-Uni, signé par Emmanuel Macron, et depuis Emmanuel Macron, signé par Nicolas Sarkozy, pardon, mais je les confonds tous les deux, ils le méritent, signé par Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et Emmanuel Macron ont suivi. C'est quelque chose qui imprègne les esprits, donc depuis 15 ans. Puis la coalition des volontaires, the coalition of the willing, que notre ami Ray McGovern appelle le Brain Dead Coalition. En français, j'ai traduit coalition des grabataires. Ils ont peu d'armes, pas d'argent et pas d'adhésion populaire. Mais le danger, c'est qu'ils essayent d'entraîner Trump dans une politique de guerre. Et ça, c'est le véritable danger. Jouant sur les faiblesses de Trump qu'ils ont profilées et que les services britanniques ont profilées. Ensuite, ils visent à empêcher la coopération économique et en matière d'échange entre l'Union européenne et la Chine. Ils, ils mettent tous leurs efforts à empêcher ce que Helga Zepp-Larouche a fait en organisant une équipe pour que cette politique puisse avoir lieu entre l'Italie, la France et l'Allemagne, et les BRICS et la Chine. La manœuvre vise précisément cela, et elle vise l'accord entre le Memorandum of Understanding entre l'Institut Schiller et l'Académie d'études contemporaines de la Chine et du monde, sur la Chine et le monde. Alors, nous avons là une coalition de gens qui sont dans un état qui n'est pas un état de force en soi, mais qui peuvent, comme tous les gens quand ils sont faibles, empoisonner les autres, tenter d'empoisonner les autres et les entraîner dans leur chute. C'est cela qui provoque ma colère devant cet abaissement de nos dirigeants et qui provoque en même temps l'espérance que nous avons d'organiser nos peuples par une non-violence déterminée pour chasser, pour arrêter cette folie criminelle. Et je dois dire, pour rétablir l'espérance à Berlin, comme il a été dit, mais aussi à Rome et à Paris. C'est ce que mon discours, je reviens à l'anglais, a new beginning to avoid human annihilation. C'est c'est un nouveau départ pour éviter l'anéantissement de l'humanité. Notre mission en tant qu'êtres humains est de faire le bien. La condition pour y parvenir est de révéler la vérité, de connaître le visage de ce que nous sommes confrontés. Lazare Carnot, organisateur de la victoire française contre la coalition des monarchies européennes, définit cette mission comme
élever à la dignité d'homme tous les individus du genre humain. Alcazab Larouche, dans le dernier de ces 10 principes conçus pour améliorer notre intervention dans le moment présent, historique présent, nous dit, je le cite de nouveau, ça vaut la peine de vraiment y réfléchir et de le voir comme le véritable défi pour chacun de nous dans ce moment de l'histoire. L'hypothèse de base, dit-elle, du nouveau paradigme est que l'homme est fondamentalement bon et capable de perfectionner à l'infini la créativité de son esprit et la beauté de son âme, et qu'il est la force géologique la plus avancée de l'univers, ce qui prouve que la légitimité de l'esprit et celle de l'univers physique sont en correspondance et en cohésion, et que tout mal est le résultat d'un manque de développement et donc peut être surmonté. Voilà ce qu'il faut dire d'abord. Pour faire face, ça prend dans un monde où le droit international est systématiquement bafoué, où nos décideurs politiques croient cyniquement que la force fait le droit, laissent commettre des génocides et diffusent de manière obscène sur nos télévisions et smartphones, promouvant des récits fondés sur des manipulations mensongères. Impossible de se cacher, pas de place pour le désespoir romantique dans un tel monde. Se réfugier dans le confort lâche du pessimisme équivaudrait à coopérer avec le mal. Nous devons affronter le pire danger de l'histoire de l'humanité, car, car il repose sur son contrôle des technologies les plus avancées déployées à l'échelle mondiale. Commençons par une citation d'Alex Karp, le bras gauche de la droite de Peter Thiel au sein de Palantir, afin de mesurer les intentions de nos ennemis. Lors du 2024 Reagan National Defense Forum, il a ouvertement adopté une vision du monde fondée sur la domination et la peur. Ils, les rivaux des États-Unis, devraient se coucher effrayés. Ils devraient se lever effrayés. Ma version du rôle de l'armée, c'est que les soldats sont plus heureux lorsque les ennemis ont peur et les Américains se réjouissent à nouveau du fait que nous sommes les seuls à avoir un véritable outil technologique dans ce pays et que nous allons tout gagner. Voilà une expression cynique de géopolitique fasciste par un homme qui contrôle une entreprise fondée avec l'argent de la CIA en 2004 et qui domine aujourd'hui la plupart des bases données mondiales du renseignement et de l'industrie. Palantir, une action ultra favorite sur la bourse de Wall Street, possède une plateforme appelée Mosaic, celle qui a conduit le Conseil de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le AIEA, du 12 juin 2025, a déclaré que l'Iran n'avait pas respecté ses engagements nucléaires sur le déploiement militaire de l'énergie nucléaire et, et ainsi justifié le bombardement surprise israélien de l'Iran le lendemain. Palantir n'est qu'une des pires racailles de la Silicon Valley, des cybertranshumanistes et des techno-libertariens, convaincus de leur pouvoir de dominer le monde grâce à des armes digitales, tuant des corps à distance avec des drones, détruisant des esprits avec des armes mentales, et qui inondent désormais l'économie de crypto-monnaies. Ils jouent sur la manipulation des perceptions sensorielles irrationnelles. Alex Karp, de nouveau, citation. Le travail a commencé avec l'observation que certaines expressions ont un effet libérateur de pulsion, et cet effet se produit non pas malgré, mais à cause de leur apparente irrationalité. Ils pensent pouvoir contrôler les guerres et nos esprits par le biais d'écrans, dans une nouvelle ère de l'écran, des données et de la technologie, avec la conviction que les Übermenschen, les hommes, les surhommes d'Hitler, parmi eux deviendront immortels grâce à la transmission de leur esprit dans les ordinateurs. Je n'exagère pas. Ils le disent, ils l'écrivent.
Ils agissent pour imposer leur rêve messianique. Ils fondent leur contrôle sur l'intégration de leurs hommes dans l'armée et dans l'économie financière. Au sein de l'armée, ils ont intégré le Executive Innovation Corps, conçu pour fusionner l'expertise technologique de pointe avec l'innovation militaire. Le savoir-faire du secteur privé a ainsi été intégré aux uniformes. Les quatre nouveaux lieutenants-colonels de l'armée désignés sont respectivement le directeur de la technologie de Palantir, le directeur de la technologie de Meta, le directeur de produits de OpenAI et l'ancien directeur de recherche de OpenAI. Leur nomination n'est que le début d'une mission plus vaste visant à recruter davantage de professionnels de la technologie qui n'auront pas abandonné leur carrière. La peur signifie ici imposer la militarisation de tous, jouer avec une stratégie de menace nucléaire et imposer un nouveau Lebensraum, un espace vital financier sous la forme d'un nouvel empire romain 3.0. Quant à l'économie, leur objectif est de la soumettre au contrôle privé des crypto-monnaies après avoir convaincu le président Trump de miser sur elles, dans l'illusion de bâtir un crypto-empire américain. De la même manière que les hippies des années 1960 se sont transformés idéologiquement en yuppies accros à la technologie par leurs illusions et leur soif de pouvoir, ceux qui pensaient que la révolution des crypto-monnaies allait libérer les individus de la domination de l'État et de la finance se sont transformés en serviteurs du nouvel empire de la fausse monnaie. Il existe aujourd'hui entre 11 000 et 20 000 crypto-monnaies différentes dans le monde. La plupart des jeunes et des moins jeunes, fascinés, se ruent sur elles pour gagner de l'argent facile. Je n'ai pas le temps ici d'expliquer comment les crypto-monnaies se sont multipliées dans le contexte de la finance décentralisée et ont prévalu après la crise mondiale de 2007-2009. Et comment, grâce à leur connexion avec les stablecoins et les blockchains, ils vont gonfler le système de Ponzi au sein d'un système obligatoire de la Réserve fédérale, créant aussi une ultime bulle. Si l'on observe les milliardaires autour de Trump, ils ont désormais tous le même profil. Scott Bessent, Stephen Myron, David Sachs, Paul Atkins et consorts, connectés à l'univers des crypto-technologies, ayant fait fortune grâce à des paris financiers ou immobiliers, ils réduisent leurs dépenses dans l'économie physique et pensent qu'être un génie, c'est produire de l'argent avec de l'argent. Il faut croire que Trump souhaite sincèrement la paix et son dégoût pour les guerres insensées est manifeste. J'ai une anecdote personnelle sur ce, mais son talon d'Achille réside dans la prétention à construire la paix sur les stables mouvantes de la monnaie virtuelle, dont lui-même et sa famille ont bénéficié sans aucun lien avec l'économie physique et productive. Prenons l'exemple de Ginny Vance, Donald Trump Jr. et Eric Trump le 28 mai 2025 lors de la conférence Bitcoin 2025 à l'hôtel Venetian de Las Vegas. Eric Trump a déclaré qu'il adorerait voir disparaître certaines grandes banques, disparaître, non pas pour soutenir une nouvelle loi Glass-Steagall ou une réorganisation bancaire du, du système en faillite, mais pour ouvrir la voie à une spéculation crypto sans entrave. Le 7 mars, le président Trump lui-même a convoqué un sommet sur la crypto-monnaie dans la State Dining Room, la salle à manger de la Maison-Blanche, où où il a nommé l'investisseur en capital risque, David Sachs, en poste de tsar américain sur l'IA et la crypto. S'agit-il de forces nouvelles et obscures? Absolument pas. C'est l'expression au sein des États-Unis du système britannique
tel que l'île de la Rouge l'a démasqué. Dans, dans les années 50 et 70, le dollar américain s'était transformé en dollar londonien des marchés financiers internationaux. Et, le, et Roosevelt et et le système de Bretton Woods de Roosevelt avait été démantelé. Aujourd'hui, suivant le Crypto Assets Order, la loi sur les cryptos publiée par le Trésor britannique, le chancelier de l'échiquier britannique a positionné le Royaume-Uni pour prendre les devants, jouant le jeu des crypto-monnaies de l'administration américaine, se concentrant sur les stablecoins américains et espérant exploiter ces paradis fiscaux offshore. Écoutant J.D. Vance, cité par les médias britanniques Unheard, il n'y a pas si longtemps. Citation: Le président aime réellement le Royaume-Uni. Il aime la reine. Il admire et aime le roi. C'est une relation très importante. C'est un homme d'affaires et il a un nombre important de relations dans le monde des affaires britanniques. Mais je crois que c'est bien plus profond que cela. C'est une véritable affinité culturelle, dit J.D. Vance. Et bien sûr, l'Amérique est fondamentalement un pays anglo-saxon. Pour connaître les règles du jeu, de ce qui se passe sous nos yeux, il faut lire ou relire Le meilleur des mondes et Le retour au meilleur des mondes, le deuxième livre qu'il a écrit en 53 de Aldous Huxley, ainsi que Les choses à venir de H.G. Wells, de même que Les divagations de Philippe Cadic. Cela donne un sens à ce présent en devenir, privé du bien, mieux encore, avoir un sens des opérations de l'Institut Tavistock, les contributions de R.D. Laing et les appendices de l'École de Francfort aux États-Unis permet de saisir toute la dimension de la folie qui règne dans nos sociétés de ce que certains appellent l'Occident global. Cela nous donne une idée des projets de nos ennemis. Leur politique est autodestructrice, mais ils l'appliquent néanmoins comme un joueur de casino qui continue de parier contre le principe de réalité. Et ce principe de réalité est qu'une majorité du monde se soulève contre eux et que la paix par le développement économique mutuel est la loi de la nature humaine, tant qu'unité comme un tout, pas comme un rêve, mais comme un droit humain. Ainsi, même s'ils se croient tout-puissants, leurs pieds sont des pieds d'argile. C'est Ozymandias. Il y a les BRICS aujourd'hui comme alternative. Les BRICS ne sont contre rien et contre personne. Il y a maintenant 10 membres et 10 partenaires, représentant plus que la moitié de la population mondiale. Il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Union économique eurasiatique et d'autres organisations régionales qui revendiquent leur droit au développement et à l'autodétermination. Ils se forment à ce que le général de Gaulle appelait, on s'entend, un système de détente, d'entente et de coopération. Peut-être pas là où il l'attendait, mais avec son intention. El-Ghazal-Larouche appelle désormais à une nouvelle architecture internationale de développement et de sécurité au bénéfice de toutes les nations, seule alternative pour empêcher la dérive vers la guerre nucléaire et l'effondrement vers un monde malthusien imposé par nos ennemis et nous conduisant à une nouvelle forme d'extinction humaine. Le génocide de Gaza montre sa direction si nous ne l'arrêtons pas. Les 9 principes d'Elga Plarouche, précédant le dernier que j'ai évoqué au début, définissent un processus qui doit être enrichi et prolongé par une dynamique de contribution. Lors de l'ouverture de la plénière des BRICS des 6 et 7 juillet, le président brésilien Lula a souligné le danger d'une catastrophe nucléaire et a insisté sur la responsabilité des BRICS de contribuer à la nouvelle réalité multipolaire du XXIe siècle. Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil, directrice de la nouvelle banque de développement des BRICS, a expliqué auparavant comment son institution constituait la première étape vers le crédit par un développement réel.
pour un développement réel. Le président russe Vladimir Poutine a fait valoir deux points clés. Premièrement, multiplier les investissements au capital des pays BRICS, notamment par le biais des mécanismes des BRICS et principalement la nouvelle banque de développement, semble également être un objectif important. À cette fin, la Russie a proposé la création d'une toute nouvelle plateforme d'investissement des BRICS. Fin des citations. Deuxièmement, il a précisé la nécessité de créer un système de paiement et monétaire indépendant au sein des BRICS afin d'accélérer les transactions monétaires tout en garantissant leur efficacité et leur sécurité. Cela va dans le sens de ce qu'il appelle lui-même un monde non pas unipolaire ou ni polycentrique, mais un monde polyphonique où toutes les voix sont entendues et contribuent à l'ensemble avec leurs différents registres. C'est un concept très élevé et c'est là où Linon et Elgazé Plarouche ont toujours pensé dans cette direction. Certes, le communiqué final, les BRICS préconisent la mise en place de nouveaux mécanismes de crédit et d'émission d'un nouvel instrument financier pour équilibrer les déficits et les excédents des échanges en monnaie nationale, en dehors de la règle du dollar financier. Les propositions de Sergei Glaziev, inspirées par Lino Larouche et de l'économiste brésilien Paulo Nogueira Batista, vont dans le sens d'un panier, non pas de devises, mais de matières premières physiques, dont le prix serait fixé par des contrats à long terme, en dehors de la règle des marchés. De telles propositions sont sur la table. Le principe de réalité est ainsi devenu la priorité de la crédibilité humaine associée au développement de l'économie physique, mettant fin définitivement à la règle du monétarisme et l'oppression coloniale. Lino Larouche a écrit sur cette question un article très inspirant intitulé Pour un commerce en devises basé sur un panier de matières premières, définissant la stratégie à suivre. Telles sont les contributions essentielles à un nouveau départ si nous voulons éviter l'anéantissement de l'humanité. Larouche a également écrit ce qu'il a appelé les quatre nouvelles lois pour sauver les États-Unis. Maintenant, je veux vous les lire parce que c'est fondé sur des principes qui peuvent façonner l'économie physique. Le premier loi stipule, je cite, le système doit être maîtrisé. Rétablir la loi Glass-Steagall obligera Wall Street à régler elle-même ses énormes dettes, entraînant la faillite de la plupart des banques d'investissement de manière contrôlée et ordonnée, et permettra aux banques commerciales de redevenir des banques. Agir contre la spéculation. Nous ne voulons pas des paris et des jeux à Wall Street. Et je dois ajouter maintenant que nous devons couper l'association des bons de trésor aux jetons crypto du système spéculatif. La deuxième loi préconise un système de banque nationale dans la tradition hamiltonienne, Alexander Hamilton, à la place d'une banque centrale dirigée par des banquiers. Citation, en se fixant comme objectif l'amélioration de la productivité nationale plutôt que la réalisation d'un profit financier, la politique d'une banque nationale permet des investissements qui autrement ne seraient pas réalisés. Enfin, la troisième loi appelle à augmenter la densité des flux énergétiques dans les machines-outils et la science, la clé pour tous les autres développements possibles. Tout avancera ensemble. La productivité est une question d'ensemble. La quatrième loi exige la mise en place, l'utilisation du potentiel de l'énergie de fusion nucléaire pour libérer le potentiel d'augmentation spectaculaire de notre approvisionnement énergétique, transformer notre relation aux matières physiques, matériaux physiques, grâce à de nouveaux types de traitement des minéraux, notre relation à l'eau par le dessalement et la capacité d'atteindre, grâce à des moteurs nucléaires, rapidement n'importe quelle partie du système solaire. Se fixer comme objectif la maîtrise de la fusion, c'est mettre en pratique l'objectif d'Hamilton qui écrivait que chérir et stimuler l'activité de l'esprit humain n'est pas l'un des expédients les moins considérables par laquelle la richesse d'une nation peut être promue.
Fin de citation. C'est un tout, ça demande beaucoup de pensée et des contributions. C'est une stratégie inspirante pour chaque pays, chacun avec ses caractéristiques nationales, visant à améliorer les conditions de vie des humains, non pas pour qu'ils soient des loups pour les hommes, mais pour qu'ils développent leur capacité à améliorer leur environnement et leur potentiel de densité démographique. En ce sens, la voix de Larouche est celle de l'avenir. J'ai, j'ai moi-même fait campagne en France sous le slogan Voir la France avec les yeux du futur. L'organisation Larouche a publié un formidable et magnifique plan de relance économique 2025 dans l'esprit de 1776 qui vise à inspirer un retour des États-Unis à l'esprit révolutionnaire et anticolonial des pères fondateurs, libérant une fois de plus l'Amérique de l'invasion britannique. La Chine, avec son initiative Une ceinture, une route, est celle qui présente la meilleure approximation politique de cette stratégie, même si elle doit se montrer prudente, car le tigre de l'oligarchie devient plus dangereux lorsqu'il est, comme c'est le cas actuellement, blessé. Ce tigre blessé ne peut pas gagner, mais il peut encore entraîner les autres dans sa propre chute mortelle. Cela peut nous entraîner dans sa chute. Nous avons donc de quoi être optimistes si nous élargissons notre combat pour rejoindre l'engagement pour la souveraineté de la majorité mondiale. Je voudrais conclure avec une bonne nouvelle, la chute prochaine de l'intelligence artificielle, si elle reste sous la coupe des cryptomaniaques et des bellicistes déments. Premièrement, ce n'est pas une arme magique, mais c'est quelque chose qui est basé sur l'économie physique. L'intelligence artificielle détruira son avenir et l'économie physique ne change pas. Et à l'exception de l'industrie et de la défense, elle ne change pas. Parce que l'IA, dans les conditions actuelles, a besoin d'un accroissement de l'énergie et va pousser le réseau électrique américain jusqu'à la catastrophe, si rien n'est fait. Ils veulent développer l'énergie nucléaire essentiellement pour faire marcher l'intelligence artificielle. Ils sont condamnés à se noyer et de couler faute d'énergie. Ensuite, l- l'intelligence artificielle atteint le pic des data contre lesquels Elon Musk a mis en garde. La quantité de données réelles a atteint son plafond. De, de voler les datas d'Internet et pour faire face à cette pénurie de data dans le nouveau monde. Pour cela, on crée maintenant, grâce à des algorithmes, on crée maintenant des nouveaux data produits par l'intelligence artificielle elle-même. Plus de 60%. En 2024, déjà plus de 60% des données mobilisées pour entraîner l'IA étaient d'origine synthétique. Cela provoque une augmentation des erreurs, perte de la diversité, etc., etc. Une étude sérieuse du MIT, Massachusetts Institute of Technology, montre que l'utilisation intensive de l'IA affaiblit l'esprit humain, en particulier chez les enfants et les adolescents. Elle détruit la capacité à penser de manière indépendante et créative et crée une dépendance cognitive. En d'autres termes, sous son règne actuel, par des forces de plus en plus découplées de l'économie physique, l'IA est comme un chien qui se mord la queue de plus en plus vite, tout en se faisant sucer le sang par un fléau toujours croissant de crypto, de monnaie virtuelle et des tokens. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter l'IA à la poubelle? Évidemment, non. El- El- Elga l'a dit à la conférence de Madrid. L'IA peut être extrêmement utile
dans un environnement contrôlé par des esprits sains pour accomplir des tâches qui pourraient être dans un environnement fait de découvertes et d'actions prédéfinies. Cela remplacera le travail répétitif humain. Elle est utile dans un environnement hors de portée humaine pour réagir par elle-même dans un environnement défini par les scientifiques. Par exemple, si elle est intégrée à un rover sur Mars, elle pourra intervenir en cas de catastrophe majeure. L'objectif ici est de former des esprits humains sains qui n'utilisent pas l'IA pour sélectionner des personnes à tuer, comme les- comme l'armée, comme Tsahal à Gaza, ou pour organiser des essais de robots tueurs contrôlés par l'IA sur Terre pour déclencher une guerre totale dans l'espace. La conclusion, c'est que nous avons besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle architecture pour produire des esprits humains sains, capables de découvrir ou de recouvrir de nouveaux principes physiques pour le bien de tous, au-delà des axiomes du système occidental actuel en voie de disparition. Non pas parce que nous sommes occidentaux, ni à cause de notre couleur de peau ou de nos habitudes, mais parce que nous avons abandonné nos propres capacités historiques à faire le bien. L'enjeu stratégique est de les reconquérir grâce à leur amélioration créative, comme nos prédécesseurs l'ont fait par le passé, afin d'apporter quelque chose à la majorité mondiale croissante. Un monde gagnant-gagnant est le seul avenir durable possible pour nous tous humains. Merci.